De vaccination initiée par le ministère de la Santé. Avec nous, Madame Samia Hamadi, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc sous-directrice des maladies prévalentes et de l'alerte sanitaire. Et vous êtes venue nous parler bien sûr de la vaccination contre la grippe saisonnière. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Je suis là pour la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Donc, comme chaque année, le ministère de la Santé met à disposition de la population des vaccins contre la grippe pour protéger la population. La plus vulnérable, en fait, hein, beaucoup plus. Tout à fait, parce qu'en fait, le virus de la grippe, il touche tout le monde, hein. C'est tout le monde, personne n'est épargné. Mais seulement, il est plus virulent chez une certaine catégorie de population, donc voilà. Chez la population la plus vulnérable, j'allais dire la personne âgée, les personnes atteintes de maladies chroniques, et les enfants. Voilà. Alors justement, on va débuter donc cette campagne le 15 donc de ce mois. Elle va s'étaler jusqu'au... alors, elle commence le 15 octobre, mais elle va durer toute la période automno-hivernale, c'est-à-dire toute la période de l'activité du virus de la grippe. On sait que chaque année, donc il y a une campagne de vaccination, donc chaque année, il est nécessaire de renouveler cette opération et aussi avec de nouveaux vaccins, parce qu'on sait que le virus de la grippe est un virus mutant qui à chaque fois donc se développe et prend aussi d'autres proportions. Oui, voilà, c'est la raison pour laquelle on conseille aux gens, on recommande aux gens de se faire vacciner chaque année, parce que c'est pas le même vaccin. Parce que le vaccin, comme vous le savez, que la population doit le savoir, c'est qu'il doit lutter contre les virus circulants. Et donc, à chaque fois, comme vous l'avez si bien dit, qu'il est mutant, donc ça change, il y a une partie il y a un virus qui est circulant. Et donc, à ce moment-là, le vaccin qui va être mis, il va être vraiment dédié à ce virus. C'est lutter contre ce virus. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hors caméra, il y a de plus en plus, on voit que cette saison a débuté fortement avec ces épidémies de grippe. Vous me disiez, non, ça n'a pas encore commencé. Ça doit être donc des virus circulants dans l'atmosphère. Oui, parce que en fait, il y a toujours une confusion entre des syndromes grippaux. Quand les gens ils présentent un syndrome grippal, ils disent que moi, j'ai la grippe. En fait, non, c'est parce qu'ils peuvent présenter d'autres virus respiratoires. Et le virus, c'est pas la grippe. Et donc, c'est pas pour cela que si la personne, elle doit se faire vacciner c'est pour ça que le ministère a mis à disposition, pour rappel, 2 500 000 doses de vaccins pour que les gens se font vacciner dès la disponibilité des vaccins qui est disponible actuellement. Donc la campagne commence le 15 et donc on recommande de commencer le vaccin dès que possible. Ça veut dire que si la personne, elle se fait, parce que quand je me fais vacciner aujourd'hui, il faut compter 2 semaines pour être vraiment protégé contre le virus de la grippe. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que j'ai présenté un syndrome grippal que ça veut dire que j'ai fait de la grippe. D'accord. Voilà. Alors, il est nécessaire aussi d'aller se faire vacciner en bonne santé. Hein. Il ne faut pas aller attendre ou en étant grippé déjà, aller se faire vacciner pensant que le médecin ne va pas vous faire vacciner si vous êtes grippé. Donc, il faut vraiment être bien pour pouvoir se faire vacciner parce que là, l'immunité, elle est encore plus diminuée. Donc, autant se faire vacciner à temps. Et donc, cette campagne va durer, comme je vous ai dit, toute la période, mais autant le faire dès le début, dès la disponibilité. Très bien. Une inoculation quand même prudente, faite par des professionnels donc, du secteur et qui est nécessaire aussi donc, de surveiller parce que les personnes les plus vulnérables, par exemple les personnes âgées, il est à surveiller aussi la prise médicamenteuse de leur traitement habituel, comme s'ils sont pour la plupart donc, atteintes de maladies chroniques. Oui, en fait, vous savez, le vaccin, c'est pour ça qu'on dit un acte vaccinal, c'est un acte médical. Donc, ça se fait au niveau des structures de santé dédiées à ça. On a des centres, le ministère
à désigner les centres vaccinateurs, donc avec une équipe performante, avec une équipe de médecins et de paramédicaux qui vont s'occuper de la vaccination, donc à travers tout le territoire. Et donc les personnes, ils vont se présenter à ce niveau et ils vont se faire vacciner, mais bien sûr, donc ils vont être vus par le médecin. Et donc c'est là où il va dire, oui, si la personne elle peut se faire vacciner ou non. Et donc en fait, c'est juste par rapport si elle présente, si par exemple elle a de la fièvre, on peut lui dire oui, alors revenez à notre jour pour se faire vacciner. Mais en fait, le vaccin va se faire au niveau de ces structures. Mais c'est vrai qu'il y a au niveau des officines, vous allez me dire, parce que le vaccin, il n'est pas seulement au niveau des structures de santé, mais il est en vente au niveau des officines. Mais il est conseillé, c'est pas que la personne, elle prend son vaccin, elle va le faire seule. Donc, autant se faire vacciner par son médecin. Parce que comme ça, donc, pour toute réaction, il est là. Mais il faut dire que le vaccin, il n'y a aucune réaction à ce vaccin, c'est juste l'inoculation avec une réaction, une petite douleur, une petite rougeur, ou la personne a fait une petite réaction, une petite fièvre, c'est normal. Voilà. Bah oui, c'est normal. Les anticorps, ça prouve que les anticorps sont là et ils sont prêts à se défendre et défendre le corps, bien sûr, de l'individu. Alors, on parle beaucoup de grippe, là, depuis tout à l'heure, mais quels sont réellement les symptômes qu'on puisse reconnaître par rapport à un autre virus ou une autre pathologie, la grippe? J'allais dire que les signes cliniques de la grippe, ce n'est pas spécifique. Parce que la personne, elle va présenter, c'est comme les syndromes grippaux, je vous dis que ça peut ne pas être le virus de la grippe. Donc, c'est des céphalées, c'est de la fièvre, c'est des courbatures, c'est des douleurs musculaires, donc une espèce de mal-être. Donc, tous ces signes, j'allais dire, peuvent être en rapport avec l'affection avec la grippe. L'écoulement nasal? Oui, et beaucoup. Et merci de me faire rappeler ça parce qu'en fait, pour éviter de contaminer d'autres, parce que la transmission du virus, c'est à travers l'éternuement, à travers, donc c'est des gouttelettes, c'est respiratoire. Et donc, c'est pour ça qu'on conseille quand on doit se moucher ou éternuer, donc autant dans un mouchoir en papier, jetable, et on ne le jette pas n'importe où. Donc on ne le laisse pas traîner partout. Non, du tout, mais c'est dans une poubelle fermée, par exemple. Donc, il ne faut pas le jeter n'importe où. Et donc, le conseil aussi, c'est surtout de se laver les mains. Se laver les mains, idéalement, c'est avec de l'eau et du savon, mais à défaut, si on n'a pas d'eau et du savon à côté, donc avec les solutions hydroalcooliques. Voilà. Et bien sûr, donc faire attention à la transmission, bien entendu, de personne à personne. Et c'est très important, justement, l'hygiène, vous le disiez, se laver les mains, faire attention comment se moucher, etc. Il y a aussi des personnes qui confondent donc la prise médicamenteuse aussi, pour ce qui est donc des antibiotiques quelquefois. Donc là, l'automédication est complètement à éliminer. En fait, pour la grippe, ça ne nécessite pas une prise médicamenteuse autre qu'un traitement symptomatique par rapport à la fièvre, par rapport à l'écoulement nasal. Mais l'antibiotique est surtout pas parce que les personnes peuvent développer des résistances aux antibiotiques et au moment où on a vraiment besoin de prendre ce médicament, il ne va pas être efficace. Donc attention, ne pas prendre d'antibiotiques. Si on a vraiment des signes cliniques qui nous inquiètent, donc dans un premier temps, on peut se faire vacciner avant. Sinon, alors prendre des tisanes, des antidouleurs, quelque chose contre la fièvre. De la vitamine C, oui. Donc, bien sûr, l'automne, c'est aussi donc l'arrivée des agrumes. Voilà. Donc, la mandarine, l'orange, c'est très bon de prendre des fruits naturels. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est juste ça, mais consulter son médecin si on présente quelque chose. Enfin, quand on voit que la grippe, elle persiste et qu'on n'est pas bien. Donc, autant consulter, voir son médecin. Et c'est le médecin qui décide et qui sait qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Et éviter surtout l'automédication. Très bien. Merci pour tous ces conseils. On rappelle que vous pouvez donc vous faire vacciner à partir du 15 de ce mois déjà. Donc, les vaccins sont disponibles au niveau de toutes les officines, n'est-ce pas?
les officines et les structures de santé dédiées à ça. Donc, il y a des centres vaccinateurs qui sont connus souvent par la population, et donc, mais j'insiste surtout sur la population à risque, donc les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques, donc toutes les personnes qui sont atteintes de maladies respiratoires, cardiovasculaires, des personnes atteintes de cancer, d'immunodéficience, donc quel que soit, les femmes enceintes, parce que la femme enceinte, elle peut pas prendre de médicaments. La femme enceinte, même si elle n'est pas malade, elle peut compliquer, donc vu son état, et donc on va protéger non seulement la femme enceinte, mais son nouveau-né. Donc se faire vacciner, et le personnel de santé, donc, et j'avoue que le nombre de personnels maintenant, ils se font vacciner davantage parce que, pourquoi? Parce qu'il y a le risque au milieu, comme l'année passée par exemple, on a plus de cas compliqués au niveau hospitalier. C'est-à-dire que les personnes âgées, autant se protéger soi-même et protéger les malades. C'est ça. Ça, c'est ailleurs. C'est en France, on a vu que le taux de mortalité a été très marqué au niveau hospitalier. Ce n'est pas le cas chez nous, mais je veux dire que ça, c'est important que le personnel de santé se fait vacciner, mais aussi les personnes qui ont autour d'eux des personnes âgées, des personnes qui sont vulnérables, qui présentent les signes qui sont de la catégorie vulnérable, en fait, les enfants, les nourrissons et les personnes malades. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces indications et puis bon courage pour cette campagne. Je rappelle, Madame Samia Hamadi, vous êtes sous-directrice des maladies prévalentes et de l'alerte sanitaire. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Bon courage à vous. Merci. On se quitte avec un reportage. On va voir ensemble un reportage signé Yasmine Chouir qui s'est intéressée à justement ce programme qui a été mis en place par le ministère de la Santé concernant la lutte contre le cancer en général. Regardez. Cela fait des années que le secteur de la santé tente de lutter contre le cancer et répondre à la forte hausse de cas décelés. Et face aux 45 000 nouveaux cas recensés par an, un plan national de lutte a été mis en place. On a été interpellé par un nombre élevé de personnes atteintes de cette pathologie. Et à l'époque, donc, de moyens insuffisants pour les prendre en charge. Donc, il fallait qu'on mette en place un programme de travail qu'on a appelé plan cancer et qu'on l'a étalé sur la période 2015-2019, mais pour mettre en place des mesures précises et durant cette période pour améliorer la prise en charge et améliorer la lutte contre le cancer. Parmi les mesures phares qu'a entrepris ce plan, on peut noter celle de l'amélioration de la prise en charge thérapeutique en matière de radiothérapie. L'Algérie, qui comptait en 2013 8 accélérateurs de radiothérapie, et ce pour tout le territoire national, secteur privé et public confondus, possède aujourd'hui 22 accélérateurs dans le secteur public. Ajoutez à cela les accélérateurs des 5 opérateurs privés. On a amélioré la prise en charge de manière globale parce que nous avons un nouvel acteur qui est venu s'additionner au secteur public, qui est le secteur privé. Dans cette nouvelle vision stratégique de lutte contre le cancer, un autre point essentiel, celui de l'humain. Un intérêt particulier est donné aux malades qui reste la première personne concernée. C'est probablement le patient atteint qui, lui, vous répondra très certainement quant au délai de rendez-vous pour la radiothérapie, quant au délai pour aller pour une intervention chirurgicale. Mais je peux vous dire très certainement qu'il y a eu beaucoup de l'amélioration où je prends l'exemple de la radiothérapie, c'est vrai qu'il y a encore quelques tensions, notamment pour certains cancers, le sein notamment et la prostate, mais tout le reste des cancers, les délais de rendez-vous sont, on peut dire, immédiats dans la semaine. Un plan ambitieux qui a pour objectif la réduction de la mortalité des patients atteints de cancer et l'amélioration de la démarche préventive. Alors 2019, c'est pas une fin en soi, on s'entend bien, c'est juste une étape à laquelle a-t-on mis en œuvre toutes les dispositions ou les actions prévues par ce plan cancer. Avons-nous atteint les objectifs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'il y a des choses, c'est vrai, qui nécessitent plus de temps? Donc 2019, c'est pas une date butoir et après, au-delà de laquelle on ne s'occupera plus du cancer, certainement pas. Au-delà de 2019, probablement qu'on identifiera de nouvelles mesures à prendre en charge
et aussi que certaines mesures qui n'ont pas été réalisées, qui devront être poursuivies. L'aboutissement des objectifs de ce plan représentera une avancée notable sur le plan sanitaire et une victoire dans le combat de toute la société contre ce fléau au triste nom de cancer. Voilà, de retour sur le plateau, on est déjà en train de papoter avec nos invités. Ils sont là, ils sont venus de Bdjaïa, ils se sont levés très tôt, ils ont fait la route pour venir assister à notre émission et surtout pour montrer leur engagement face donc, à leur combat, la lutte contre le cancer en général et surtout dans la région donc, de Bdjaïa. Avec nous, Monsieur Arabe Ferchouli, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes le président de l'association Tudert, l'association d'aide aux personnes atteintes de cancer. Effectivement, je suis président d'association. Marhaba bik. Riyad Kernou, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous êtes le vice-président de cette association, oui. l'association Oui. Tudert. Oui. Et un troisième aussi invité, c'est Raziq Zennati, bonjour. Bonjour madame, merci Bienvenue. pour l'invitation. Vous aussi, vous êtes deuxième vice-président de l'association. Très bien. Alors, vous êtes premier vice-président. Vous êtes donc très actif au sein donc, de Bdjaïa. Et cette association a vu le jour, ça fait pratiquement plus d'une année déjà. Non, plus de 2 ans. Plus de 2 ans, Ouais. oui. C'est une association qui a été créée le 28 juin 2015. Ah, à ce 2015, jour. d'accord. Ouais. Très C'était bien. en 2015. Voilà. Et depuis, vous êtes là, toujours aux côtés des parents et surtout des malades atteints donc, de cancer. Exactement. Bah, c'est une association qui a été créée depuis 2 ans et quelques. Son objectif principal, c'était le CAC, le Centre Anti-Cancer, qui a été attribué sur la wilaya de Bdjaïa depuis 2008 à ce jour. D'ailleurs, c'est vraiment un projet qui nous préoccupe vraiment, vraiment, vraiment. À ce jour, il n'est pas encore réalisé. On a fait des appels à maintes reprises pour des autorités, Oui. pour des autorités de wilaya, pour des autorités à l'échelle nationale. C'est votre combat aujourd'hui. Oui, c'est un combat Inch'Allah, jusqu'à ce avoir jour. le centre. C'est enfin. jusqu'au jour de sa réalisation. C'est pourquoi vous menez campagne à travers le pays, mais aussi donc, dans la région, et à travers aussi l'engagement que vous avez pris au sein de cette association, bien entendu, avec tous les acteurs. Vous êtes nombreux au sein de l'association à travailler pour le bien des citoyens de la région? Oui, oui, on est nombreux, madame. Enfin, le bonjour et bonjour pour toute l'équipe de Canal Algérie. On est nombreux, bien sûr. Vous parlez des membres ou vous parlez Je parle des membres et je parle Oui. de toutes les actions C'est aussi une que vous avez pu réaliser. C'est une association de 15 membres. Ce sont tous des membres actifs. Oui. On travaille et on a pour une seule cause, c'est d'aider le malade et d'orienter. Surtout. Et c'est une autre association aussi. On a des véhicules, on a 2 ambulances. On a 3 véhicules aussi. On fait même les déplacements à Sétif, à Oran, un peu partout, c'est à l'échelle nationale. Et même vous pouvez à l'échelle, on peut dire à l'échelle africaine. Parce on a évacué 5 malades à la Tunisie D'accord. pour des soins. Mais l'association, elle prend en charge uniquement le transport. Les frais de la clinique et tout, c'est pas l'association qui va le prendre en charge. On est toujours à l'écoute du malade, on est toujours à côté du malade. Votre seul en fait, souci, c'est la santé de la personne. C'est la santé de la personne, atteinte de cancer, bien sûr. Atteinte de cancer, aussi on a fait l'accompagnement, on a fait aussi des cliniques privées. Enfin, l'imagerie en général, le RM, le scanner, tout. Voilà. Et Dieu sait comme ça revient cher pour les malades, quelquefois des malades qui n'ont pas suffisamment de revenus. Donc vous me disiez, vous vous mettez aussi aux côtés de ces malades qui ont besoin d'aide, absolument. Et vous avez retrouvé beaucoup de cas d'ailleurs. Hein. C'est difficile. Actuellement, on est à 800 adhérents malades. Enregistrés avec leur carte d'adhésion. Et son adhésion revient gratuitement, bien sûr. Oui. Et on est à côté de ces malades pour leur prise en charge sur le plan. Leur orientation surtout. Hein. On a créé une commission pluridisciplinaire concernant la psychologie, la prise en charge psychologique, l'orientation, le transport,
Même on a un véhicule spécial et spécifique pour des soins à leur domicile. Ça, c'est bien. Et on a passé des conventions avec pas mal de cliniques privées, avec pas mal de médecins privés, là où notre malade est pris en charge, sur le plan surtout des examens radiologiques et biologiques. Comme le scanner, l'IRM, même le PET scan. On a passé une convention avec la clinique Dr Mahmoudi à Tizi Ouzou. C'est le deuxième à l'échelle africaine qui a un PET scan. PET scan, il revient à 15 millions, 150 000 dinars. C'est une technologie de pointe qui permet donc la détection rapide du même cancer. imagé sur le traitement. Alors il nous a vraiment aidé à peu près pratiquement à 30% de réduction par rapport au prix. Oui. Exact. Parce que le cancer, justement, la lutte, c'est surtout courir après le temps. Ça n'a pas donc. Il faut agir rapidement et vite pour pouvoir combattre la maladie efficacement. Le problème qui se pose au niveau du cancer, c'est le diagnostic. Oui. Parce que c'est une maladie. Bon, notre combat, c'est de combattre cette maladie et de la rendre comme étant une maladie chronique, comme toutes les autres maladies par rapport à l'esprit des gens. Pour qu'on accepte cette maladie. Le fait que la maladie est acceptée, il y a un pourcentage de guérison important par rapport aux autres maladies. Le patient doit avoir un mental de fer pour pouvoir combattre la maladie. Mais une maladie pareille, quand il est diagnostiqué précocement, on parle de la guérison. Exactement. On parle de la guérison. Malheureusement, c'est une maladie indolore. On ne peut pas poser le diagnostic dans les plus brefs délais. C'est ça. C'est sournois au départ et puis, bien entendu, après, ça prend d'autres proportions. Donc, vous êtes aussi dans cette association, Monsieur Razir Zenati. Vous avez aussi vu plusieurs cas au sein de l'association? Bien sûr. On est là donc, je profite de l'occasion de lancer un appel. On est au mois rose. Octobre rose, voilà. Oui. Je lance un appel pour les femmes algériennes pour faire le dépistage, puisque le dépistage, donc, نقدروا الكشف المبكر نقدروا نعالجوه surtout سرطان الثدي. Oui. Diagnostic précoce. Voilà. Donc je lance un appel pour les femmes algériennes pour faire dépister et je lance un appel pour les bienfaiteurs. Moi, je travaille avec les bienfaiteurs de nous aider côté matériel. Le cancéreux a besoin des chaises roulantes, des couches adultes, des lits d'hôpital à la maison, puisqu'il faut faire. On a déjà un projet de ce CAC. Je lance un appel à Monsieur le Premier ministre. Ce centre. Ah oui. Pour nous aider de réaliser ce CAC. Voilà. Et c'est vrai que vous avez besoin de toutes ces forces donc actives au sein de l'association, que ce soit de personnel médical, mais aussi le personnel qui travaille pour ramener les fonds et pouvoir aider aussi, communiquer autour de soi pour la prise en charge de notre... Exactement, exactement, madame. Actuellement, c'est une association qui date plus de 2 ans. À ce jour, on travaille avec les bienfaiteurs. C'est les bienfaiteurs qui soutiennent notre association. Par rapport à la prise en charge du malade sur le plan de matériel, d'ailleurs sur le plan de transport, on a actuellement 5 véhicules, 2 ambulances, 3 autres véhicules. En deuxième position, ça sur le plan de transport. En deuxième position, la prise en charge, l'aide pour ces malades nécessite un matériel énorme, matériel médical, consommable et non consommable. Bien sûr. Comme il a cité M. Zenati, parce que c'est beaucoup plus, c'est sa tâche principale. Et c'est lui l'initiateur de cette création de l'association. Donc c'est sa tâche principale. Il est devenu pratiquement un mendiant de l'association. Alors celui qui est en contact généralement avec les bienfaiteurs, à ce jour on travaille avec les bienfaiteurs, dont je les remercie à travers ce plateau,
Oui. Parce que c'est grâce à eux. Et leur rendre hommage aussi. Et vous rendre hommage aussi par la même occasion. Oui. Parce que vous faites un travail quand même difficile de récolte de fonds pour pouvoir aider les malades. Écoutez, madame, je voyais beaucoup je ne sais pas ce qu'on mérite cet hommage par rapport à nous. Parce que, puisqu'on est, on est sur terrain, on travaille, on a pris un engagement moral et physique. Oui. Parce qu'au début, on a commencé par notre poche. On a commencé par un rien. On était à 15 membres, on a fait une cotisation. 800 membres aujourd'hui? Actuellement, on est à 300. 300. Mais il y a 15 membres, les autres, c'est des adhérents. 800 adhérents malades. 800 adhérents malades. Voilà, 800 adhérents malades. Mais les malades, ils sont là à leur prise en charge. On est là à leur disposition. Et surtout, ils ont besoin d'orientation, d'écoute. D'orientation surtout parce que le problème, le malade cancéreux, il nécessite la première prise en charge, c'est l'entourage familial. Oui, c'est très très important et primordial. C'est l'entourage familial. Alors, ce qui est très difficile justement dans l'entourage familial, il y a des personnes qui acceptent la maladie, il y en a d'autres qui font un refus de la maladie. Et surtout au sein donc d'un couple, quelquefois, où si la femme tombe malade, c'est encore très mal accepté par une certaine frange donc, de la société, notamment les maris qui, vous me disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de cas de divorce à la suite d'une maladie, d'un cancer par exemple. Effectivement, d'ailleurs. Chez la femme. D'ailleurs, tout à l'heure, on a discuté un petit peu sur ça. Moi, personnellement, j'ai toujours refusé le dépistage dans ce sens. Parce qu'avant que je fasse le dépistage, il faut que je prépare le terrain pour la prise en charge des diagnostics positifs. Concernant la mammographie, concernant la cytoponction, concernant la chirurgie, concernant la chimiothérapie, concernant la radiothérapie. Il faut que d'abord je m'assure sur ces 5 supports pour pouvoir déclarer. Parce que le dépistage, il est très facile. On a les moyens au sein de notre association, on a les moyens matériels, on a les moyens financiers, on peut le faire. Je peux le faire porte à porte, avec nos moyens qu'on a. Mais le problème, une fois qu'il y a un suspect, sa prise en charge par la suite. Si on diagnostique ou là on suspecte et on laisse le malade à l'air libre, je pense que c'est... Oui, c'est encore... Ça prend une autre tournure, en fait. Exactement. Donc, vous avez eu des cas où, comme ça, le mari a abandonné et que l'association a pris en charge ensuite la femme et ses enfants. Exactement. Bon, je laisse la parole à M. Kernou, dont il est au courant de cette patiente divorcée qui s'est retrouvée à la mosquée de Béjaïa grâce à notre association. Elle a été récupérée. Oui. Ben, il va nous en parler justement en détail. Il a tout dit. Oui, il a tout dit. Oui, c'est une patiente à nous. Elle est malade, elle est atteinte d'un cancer. Et malheureusement, je ne sais pas, son mari... À l'annonce du diagnostic, son mari... Donc son mari au lieu de la soutenir et l'aider... Au lieu de la soutenir et de l'aider. Donc, nous, en tant qu'association et tout, c'est notre malade, c'est une malade cancéreuse, donc on est obligé de prendre soin d'elle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec, bien sûr, qu'est-ce qu'il a dit, M. Zenati, je le rejoins parce qu'on sort ensemble et cette association, elle a été grandir, c'était grâce aux bienfaiteurs. D'ailleurs, à l'occasion, dans ce plateau, merci beaucoup. Rabbi jazikum bikhair, Inch'Allah, ou yazidilkum fil khair, Inch'Allah, ou Rabbi yastarkum, et طول في عمركم, Inch'Allah. Atihom saha. Parce qu'il nous a aidés vraiment, c'était grâce à eux. Donc, cette femme, on a été, moi et M. Zenati, chez quelqu'un, c'est un bienfaiteur. On lui a exposé le problème de cette femme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a dit, vas-y voir. Vas-y voir, un très bon appartement. ماشي يعني appartement وفي بلاصة نقية والآخر pour louer. هذا واش درنا. On l'a loué pour une année jusqu'à présent. Où le monsieur ثاني عطى لها un salaire de 20 000 dinars par mois. Eh ben, c'était ça en tout cas. Elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants, une fille et un garçon.
Et à l'occasion, son garçon, il a eu son bac cette année. Oui. Et ben, je le félicite. Oui. En tout cas, ça lui remonte le moral parce que c'est très difficile de se retrouver avec une maladie et avec un problème comme ça supplémentaire. Longue vie et une bonne continuité, Inch'Allah. Et comment elle se porte? Elle se porte très très bien. Elle se porte très très bien. Donc je profite, madame, à travers ce plateau, je lance un appel beaucoup plus aux citoyens qui ont des malades cancéreux. Que la première prise en charge, le premier soulagement de ces malades, c'est l'entourage familial. Ouais. Et surtout, je lance un autre appel aux maris, beaucoup plus, de ne pas délaisser leurs femmes qui sont atteintes du cancer. Parce que la femme a vraiment besoin de son mari. Oui. Bien sûr, et surtout quand on sait que dans le cas inverse, quand c'est le mari qui tombe malade, la femme est complètement dévouée. Elle ne délaisse pas, elle ne délaisse pas. Madame, le mariage c'est pour le bien et pour le pire. Oui. هكذا. Exactement. كي مرضى رجل لازم المرأة تقوم به. وكي مرضى كي تمرضى مرأة لازم الرجل يقوم بها. Ça c'est en fait. نقول لك حاجة مدام، nul n'est à l'abri dans cette vie. Tout à fait. هكذا chaque fois نروح أنا وياه مسيو زناتي ولا مسيو فرشولي c'est le médical. Donc nous allons l'oncologie chaque matin. C'est nous qui cherchons derrière les malades. C'est pas les malades اللي يجوا. حنا نحوسوا على les malades parce que كاين les malades مدام ما يجيوش يحشموا. Oui. يحشموا يجيو l'association. Donc c'est à nous de faire le premier pas. Comme ça, en tout cas, c'est très difficile parce que vous êtes en fait des éponges. Vous absorbez toutes ces ondes négatives. Chose, madame, quand on rentre là-bas le service d'oncologie, on vous connaît. Je le vois pas autant que malade. نقولوا à chaque fois, نقولوا attention, nul n'est à l'abri. Bien sûr. بالك un jour حنا نكونوا c'est des malades de l'oncologie. Nul n'est à l'abri. Mais bien sûr, ça on le sait. Donc dans ces conditions, on prépare notre terrain. Voilà. Et ce qu'on nous préoccupe beaucoup à madame, c'est le CAC. Le centre anti-cancer. Eh bien, j'espère que votre message sera passé aujourd'hui dans l'émission. La création de cette association, l'objectif numéro 1, c'est le CAC. Donc le centre anti-cancer. Voilà. Dans la région de Bjaïa. Parce que, madame, le centre anti-cancer, depuis 2008 à ce jour, quand même, on est à fin 2017, mais pratiquement 2018. Ça remonte quand même à ce jour. Tous les CAC, le CAC de Sitif, le CAC d'Anaba, le CAC de Batana, le CAC, ils sont fonctionnels. Très bien. Et notre CAC de la wilaya de Béjaïa, le terrain, il a été choisi. Son enveloppe, elle a été reversé. Et bien à ce jour, c'est un projet gelé, dégelé, mais à ce jour. Et ben j'espère que aujourd'hui votre je lance un autre appel aux autorités. Très bien. Quelle que soit l'autorité, qui peut faire quelque chose, qui peut initier sur ce projet. On l'attend toujours avec bras ouverts. Bras ouverts et cœur ouvert. Voilà. En tout cas, bravo pour ce que vous faites et puis bonne chance surtout. Merci. Ils sont nombreux, les associations sont nombreuses en tout cas et les hommes et femmes sont nombreux à travailler pour le bien et la santé des individus qui sont atteints de cancer ou autres maladies et pathologies. En tout cas, là, on parle de Octobre Rose en particulier. C'est pour ça qu'on reçoit énormément d'associations qui traitent donc du cancer en général. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Bon retour à Bjaïa. Merci madame. Bonne route surtout. Merci madame. Voilà. Et à très bientôt, Inch'Allah.